Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une série d'exercices sur les muscles striés squelettiques. C'est la série numéro 1. Exercice numéro 1, cochez pour chaque cas la bonne réponse. Question numéro 1. La chaleur initiale produite par le muscle au cours d'une secousse est liée aux voies rapides anaérobie, aux voies lentes anaérobie à lactique ou bien aux voies lentes aérobie. Les voies lentes aérobie, c'est la respiration. Les voies lentes anaérobie à lactique, il n'y a pas de voie lente anaérobie à lactique parce que les voies lentes doivent être anaérobie lactique, c'est-à-dire l'acide lactique, c'est-à-dire la fermentation lactique. Alors cette chaleur initiale, elle est due aux voies rapides anaérobie avant même l'instauration de la respiration et de la fermentation lactique. Proposition numéro 2. Les premières contractions exécutées par un muscle consomment l'ATP emmagasiné, ou bien le glycogène emmagasiné, ou bien l'acide lactique emmagasiné. L'acide lactique, il ne sert à rien, il ne sert à rien dans le muscle. C'est un déchet de la fermentation lactique. Le glycogène, il demande du temps, c'est une voie lente. Alors que c'est l'ATP emmagasiné qui est prêt pour l'utilisation. Donc c'est la proposition correcte. 3. La chaleur retardée n'est produite que si le muscle est en anaérobiose, en aérobiose, en anaérobiose ou aérobiose, c'est-à-dire les deux. Non, cette chaleur retardée n'est produite que si le muscle consomme de l'oxygène, c'est la respiration. Donc c'est en aérobiose. Question 4. La phosphocréatine régénère l'ATP dans le muscle. Avant la fermentation lactique, oui. Après la phase de la fermentation lactique, non, c'est toujours la phosphocréatine avant la fermentation. Après la phase de respiration, non. Alors donc, l'ordre, c'est toujours la phosphocréatine, puis la fermentation, puis la respiration. Donc, c'est la première proposition. Je continue. 5. Le glycogène utilisé par le muscle en cas de fermentation lactique provient du muscle lui-même, du sang, du foie. Il n'y a pas de glycogène dans le sang. Il y a du glycogène dans le foie, mais ce n'est pas lui qui est utilisé par le muscle. Le muscle peut lui-même stocker son glycogène, donc c'est la première proposition. 6. La fonction d'hydrolyse de l'ATP au cours de la contraction du sarcomère est liée à la myosine, la tropomyosine, l'actomyosine. Alors la myosine seule ne peut pas hydrolyser l'ATP. La tropomyosine n'hydrolyse pas l'ATP. C'est l'actomyosine, c'est-à-dire l'association par des ponts entre l'actine et la myosine. Donc c'est la troisième proposition. 7. Le calcium qui déclenche la contraction du sarcomère provient. Est-ce que c'est du sang, ou bien du hyaloplasme, ou bien du réticulum sarcoplasmique? Le calcium qui déclenche la contraction, il provient des réticulum sarcoplasmique qui est responsable donc de son stockage. Je passe à 8. Dans le sarcomère, chaque fois qu'une nouvelle molécule d'ATP se fixe sur son site au niveau des têtes de myosine, ces têtes se fixent sur leur site de fixation sur l'actine, ou bien se détachent de leur site de fixation sur l'actine, ou bien pivotent et provoquent la contraction du sarcomère. Alors je vous propose un schéma pour donc éclaircir cette proposition. Voici en bleu, ici, un filament d'actine. Ici, c'est un filament de myosine, c'est la tête de myosine qui fixe une molécule d'ATP. Ici, c'est le site de fixation des têtes de myosine sur l'actine. En rouge, c'est la tropomyosine et en jaune, c'est la troponine. À quoi sert donc une nouvelle molécule d'ATP? Ici. Elle sert à rompre les ponts qui reliaient entre la tête de myosine et l'actine. Donc, c'est la deuxième proposition. Se détache de leur site de fixation sur l'actine. Ici, la tête vient de se détacher de l'actine après avoir reçu une nouvelle molécule d'ATP. Je continue. 9. Le recrutement dans le fonctionnement du muscle est dû à, est-ce que c'est à la fusion des secousses, le recrutement, ou bien à l'activation d'un nombre croissant de fibres musculaires, ou bien
à l'addition des effets de plusieurs stimulations. La première, c'est non, parce que c'est la fusion soit complète, soit incomplète. La deuxième, oui. La troisième, c'est non, parce que l'addition des effets de plusieurs stimulations, c'est la sommation. Donc, il nous reste ici la deuxième proposition. Je passe à 10. Les voies de régénération rapide d'ATP dans le muscle sont l'hydrolyse de la phosphocréatine et la fermentation lactique. Non, on ne l'accepte pas parce que la fermentation lactique, ce n'est pas une voie rapide, c'est une voie lente. La deuxième proposition, l'hydrolyse de la phosphocréatine et la dégradation du glycogène. Non, on ne l'accepte pas aussi parce que toujours la glycogène ou bien le glycogène, ça entre dans les voies lentes. L'hydrolyse de la phosphocréatine et la phosphorylation de l'ADP par une myokinase, eh bien, oui, ce sont les deux voies rapides. Je passe à 11. Les fibres de type 2 sont moins riches en myoglobine. On les appelle pour cela des fibres blanches. Elles permettent un métabolisme anaérobie lactique, ou bien aérobie ou anaérobie les deux. Alors ici, ce sont des fibres de type 2 qui ne contiennent pas de myoglobine. La myoglobine, c'est une protéine qui permet la fixation de l'oxygène. Donc, elle est nécessaire pour la respiration. Mais elle n'existe pas dans les fibres de type 2. Ah, donc, ça veut dire que ces fibres de type 2 n'utilisent pas la respiration. Donc, on n'accepte pas la deuxième proposition et la troisième. Il nous reste donc la première proposition, anaérobie lactique. C'est-à-dire qu'il peut faire donc la fermentation lactique et les voies rapides. 12. Les traits longitudinales d'une fibre musculaire sont des sarcomères ou bien des myofibrilles ou bien des réticulums sarcoplasmiques. Donc je commence par la troisième. Les réticulums sarcoplasmiques, non, ils ne permettent pas donc une striation. Il nous reste les myofibrilles et les sarcomères. Les sarcomères, on le connaît, elles permettent une striation transversale et non pas longitudinale. Donc ce sont des myofibrilles qui permettent cette striation longitudinale. Je passe à 13. Une discipline sportive de durée plus grande et d'intensité modérée, je parle ici par exemple des disciplines d'athlétisme du demi-fond ou bien du fond ou bien du marathon, d'intensité modérée active des fibres musculaires adaptées à la voie. Anaérobie lactique, c'est-à-dire des voies rapides, non. Anaérobie lactique, la fermentation lactique, non. Mais c'est aérobie, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de la respiration. C'est une discipline de longue durée qui nécessite la respiration, donc c'est la troisième proposition. Je continue, j'arrive à la question numéro 14. La chaleur produite dans le muscle est due à des frottements entre les filaments d'actine et de myosine. Non, ce n'est pas ces frottements qui vont produire l'énergie. Des réactions chimiques de régénération d'ATP ou bien la libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Eh bien, cette chaleur produite dans le muscle, elle n'est due qu'à des réactions chimiques de régénération d'ATP. C'est la deuxième proposition. 15. La chaleur initiale est produite surtout par la chaleur initiale, donc les premières secondes de contraction. L'hydrolyse de la phosphocréatine, oui. La fermentation lactique, non, c'est une voie ici lente, donc ça n'entre pas dans le cadre de la chaleur initiale. La respiration, non. La respiration permet de produire une chaleur, mais ce n'est pas la chaleur initiale, c'est la chaleur retardée. Donc c'est la première proposition. Je passe à 16. La régénération d'ATP par voie de phosphocréatine dans le muscle est une voie aérobie, non. La phosphocréatine ne demande pas d'oxygène, elle n'a pas besoin d'oxygène, donc aérobie c'est faux. Anaérobie lactique, c'est-à-dire la fermentation lactique, non. Anaérobie alactique, oui. Anaérobie, elle n'a pas besoin d'oxygène et elle n'a pas besoin de fermentation lactique, donc c'est la troisième proposition. Je passe à 17. La libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine se fait grâce à la fixation du calcium sur. Est-ce que c'est sur les têtes de myosine, ou bien la tropomyosine, ou bien la troponine? Alors je vous rappelle le schéma. Voilà. Ici en bleu, c'est l'actine.
Ici, avec cette couleur marron, c'est la myosine. Là, c'est la tête de myosine qui a fixé une molécule d'ATP hydrolysée en ADP et PI. En rouge, c'est la tropomyosine. En jaune, c'est la troponine. Ici, c'est le site de fixation des têtes de myosine sur la lactine. La libération du site de fixation des têtes de myosine sur la lactine se fait grâce à la fixation de CA2+ sur. Alors, regardez ici, voilà le site de fixation. Elle est masquée par la tropomyosine. Alors, qui va permettre de libérer ce site? C'est le calcium. Alors, où va-t-il se fixer, ce calcium? Est-ce que c'est sur le tête de myosine là? Non. Est-ce que c'est sur la tropomyosine, sur ce filament rouge? Non. Est-ce que c'est sur la troponine, cette protéine ici symbolisée par une couleur jaune? Eh bien, si oui. Donc, c'est la troisième proposition ici. Je continue. J'arrive donc à la question 18. Mais avant, voilà, on vous propose ce schéma. Le document suivant présente une structure musculaire observée au microscope électronique. Dans ce document, donc vous voyez ici une ligne noire symbolisée par A, une autre ligne noire ici symbolisée par C. Dans ce lieu, c'est la lettre B. Cette limite jaune, c'est Y. Cette limite jaune, c'est Z. Et cette limite jaune, c'est X. Alors, pour 18, c'est la ligne A, c'est-à-dire ici, qui représente la zone H, ou bien la strie Z, ou bien la limite du disque clair. Alors, cette ligne noire et cette ligne noire, elle se trouve au milieu de ce disque de couleur claire. Alors, comment appelle-t-on la ligne qui se trouve au milieu d'un disque clair? C'est la strie Z. Donc ici, c'est la strie Z. Je passe à 19. Le sarcomère, l'intervalle compris entre X et Y, voilà X. Voilà Y. Pour le sarcomère, eh bien non. Ici, c'est le disque clair. Entre Y et Z, voilà Y. Voilà Z. Non, ce n'est pas un sarcomère ici. C'est un disque sombre. Entre A et C, voilà A strie Z. Voilà C strie Z. Eh bien, c'est le sarcomère qui est compris entre deux stries Z. Donc, c'est la troisième proposition. Je passe à 20. La ligne A, ici, c'est la strie Z, représente le niveau où on a jonction de myofilaments d'actine, ou bien jonction de myofilaments de myosine, ou bien fixation du myofilaments de myosine sur les filaments d'actine. Non, ici dans ce disque clair, il n'y a que des filaments d'actine. Donc je peux déjà éliminer la troisième proposition. J'élimine aussi la deuxième proposition. Il n'y a pas de filaments de myosine ici. Sur A, à côté de A, il n'y a que des filaments d'actine. Donc c'est la jonction des myofilaments d'actine. C'est la première proposition. Je passe à 21. L'intervalle YZ, entre Y et Z, entre cette limite jaune et cette limite jaune. L'intervalle YZ représente la bande I isotrope, c'est-à-dire le disque clair. Non, ce n'est pas le disque clair. La bande A anisotrope, ça veut dire le disque sombre. Oui, c'est correct, c'est le disque sombre. Deux bandes A, c'est-à-dire une bande A ici et une bande A ici. Non, c'est faux. C'est une seule bande A de Y jusqu'à Z. Donc, c'est la deuxième proposition, bande A anisotrope. 22. Au cours de la contraction, c'est-à-dire que ce sarcomère va se contracter, il y a rapprochement du niveau X. Voilà X, voilà cette limite jaune, c'est X. Est-ce qu'elle se rapproche de Y et Y de Z? Ou bien X se rapproche de Y et A de C? Ou bien X se rapproche de A et B de Z? Donc on va les revoir ces trois propositions. Première proposition. X se rapproche de Y. X se rapproche de Y. C'est possible. Lorsqu'elle se contracte, on sait que le disque clair se contracte aussi. Il diminue d'épaisseur. Donc X peut se rapprocher de Y. Donc ici c'est correct. Et le niveau Y de Z. Y de Z. Est-ce que c'est possible? Non, Y ne peut pas s'approcher de Z parce que c'est un disque sombre. Et on sait que le disque sombre ne se contracte pas. Il ne se raccourcit pas. Donc, il a une longueur qui reste constante. Donc, la première proposition est fausse.
Deuxième, x de y. J'ai déjà dit que x peut se rapprocher de y, donc c'est correct. Et le niveau A de C. A de C. Première string Z dans la deuxième string Z, c'est correct aussi, parce que les deux strings Z peuvent se rapprocher l'une dans l'autre. Donc, deuxième proposition, c'est correct. Voyons la troisième. X de A. X de A. X de A. Puisque X et Y se rapprochent, c'est possible que X se rapproche de A. B de Z. B de Z, non, c'est impossible parce que donc, la longueur reste constante, c'est stable. Donc, c'est la deuxième proposition qui est correcte. Je continue. J'arrive à la question 23. Avant, on va voir ce schéma. Le document représente un myogramme obtenu après deux stimulations électriques. Voilà donc les deux stimulations. Voici la première avec ce tiret. Deuxième stimulation ici. Ici, c'est l'amplitude H. Ici, c'est la première réponse. Et là, c'est la deuxième réponse. Ce myogramme représente une secousse musculaire fragmentée. Non, ce n'est pas une secousse fragmentée. Non, c'est faux. Deux secousses musculaires fusionnées. Oui, deux secousses musculaires distinctes, mais fusionnées. C'est correct. Un tétanos imparfait? Non. Pour parler d'un tétanos, il nous faut plusieurs stimulations et plusieurs réponses. Donc, c'est la deuxième proposition. Je passe à 24. L'augmentation de l'amplitude H, ici en jaune, par rapport à la première réponse, qui a une amplitude plus petite. Cette augmentation d'amplitude, elle est due à l'augmentation de l'intensité de la stimulation. Non, on n'a pas changé l'intensité de stimulation. C'est la même intensité pour la première stimulation et pour la deuxième stimulation. Donc la première proposition est fausse. La sommation des effets des deux stimulations, oui, eh bien, l'effort que va faire le muscle pendant la deuxième stimulation va s'ajouter à l'effort que va faire le muscle pendant la première stimulation et le muscle va produire une force plus grande qui va donner une amplitude plus grande. Donc la deuxième proposition est correcte. L'arrivée d'une quantité plus grande de glucose dans le muscle. Non, non, non. D'ailleurs, le muscle peut se contracter avant même l'utilisation de ce glucose. Donc, c'est la proposition numéro 2. 25. Ce tracé est obtenu lorsqu'on applique la deuxième stimulation, c'est-à-dire ce tracé, ce myogramme. Est-ce que la deuxième stimulation ici va être appliquée au cours du temps de contraction de la première? C'est-à-dire que déjà la première réponse se contracte et on applique la deuxième. Non, c'est faux. On voit ici qu'on ne l'a pas appliqué donc au cours de la contraction. Donc première proposition fausse. Au cours du temps de relâchement, oui, c'est lorsque les muscles commencent à se relâcher qu'on a appliqué la deuxième stimulation. Donc deuxième proposition correcte. Après relâchement, non, on n'a pas attendu jusqu'à relâchement final. Non, donc c'est la troisième position aussi fausse. Donc, c'est la deuxième qui est correcte. Je passe à 26. Donc, on vous propose ce schéma. Cette figure représente l'observation de la section transversale d'un sarcomère. Donc, on a fait une coupe transversale dans un sarcomère. Et les points qu'on voit ici, les points fins sont des actines, avec ici une couleur bleue. Et les points épais sont des myosines. Donc, ces points épais ici, avec une couleur marron, sont des myosines. Donc, il y a ici un mélange entre les filaments d'actine et les filaments de myosine. Alors, est-ce que cette section est faite au niveau d'une strie Z? Non. Si elle était faite dans une strie Z, on ne peut voir que les filaments d'actine, donc seulement les petits points bleus. D'un disque clair? Non plus. Je viens de dire que le disque clair ne contient que des actines, donc on ne voit pas dans ce cas que des points d'actine. D'un disque sombre hors de la zone H, c'est correct, parce que dans la zone sombre, il y a un mélange des filaments d'actine et des filaments de myosine. Mais voyons la quatrième. D'un disque sombre au niveau de la zone H, eh bien non, parce que dans la zone H, il n'y a que des filaments de myosine. C'est pourquoi il apparaît un peu clair donc, par rapport au disque sombre. Alors donc la proposition correcte, c'est la troisième. D'un disque sombre hors de la zone H. 27. Si la section ici a été faite au niveau du disque clair, on aura disparition des points fins. Non, il y aura persistance des points fins.
Disparition des points épais? Eh bien oui, parce que dans un disque clair, il n'y a pas de myosine, donc il n'y a pas de points épais. Donc c'est la deuxième proposition. Si les points fins sont absents, ici, supposons qu'il n'y a que des points épais. Alors c'est un disque clair? Non, le disque clair ne contient pas de myosine, donc c'est faux. Un disque sombre hors de la zone H? Eh bien, non, parce que dans un disque sombre hors de la zone H, il y aura un mélange. Il y aura un mélange des actines et de myosine. C'est faux. Un disque sombre au niveau de la zone H, oui, c'est au niveau de la zone H qu'on ne peut trouver que des points épais de myosine. Donc, c'est la troisième proposition. Je continue. J'arrive à 29. Le phénomène de sommation s'observe lorsqu'on a sommation, fusion complète des secousses, ou bien fusion incomplète des secousses, ou bien les deux. Eh bien, ce phénomène de sommation donc, a un rapport avec l'augmentation de l'amplitude de la deuxième secousse par rapport à la première, lorsqu'on a fusion de deux secousses. Alors, est-ce que cette amplitude augmente lorsqu'on a seulement fusion complète? Non. Seulement lorsqu'on a fusion incomplète? Non. Il peut être soit avec complète, soit avec incomplète. Donc, c'est la troisième proposition qui est correcte. 30. Une stimulation efficace doit avoir une intensité efficace. Donc, c'est une stimulation qui provoque la réponse du muscle. Est-ce que cette stimulation, pour être efficace, elle doit avoir une intensité inférieure à l'aréobase? Non, s'il était inférieur à l'aréobase, il ne peut permettre aucune réponse. Il va être infraliminaire, c'est-à-dire sous l'aréobase. Eh bien non. Égal à l'aréobase? Oui, mais voyons la troisième. Supérieur ou égal à l'aréobase, donc c'est la troisième proposition qui est correcte. Parce que toutes les stimulations qui sont égales ou supérieures à l'aréobase sont efficaces. 31. Le tétanos parfait est obtenu lorsqu'on applique plusieurs stimulations rapprochées d'intensité croissante. Non, on n'a pas besoin donc d'utiliser l'intensité croissante. Non, on utilise toujours des stimulations avec la même intensité pour obtenir des tétanos. Très rapprochées de même intensité, donc puisqu'il s'agit d'un tétanos parfait, oui, les stimulations doivent être très rapprochées, elles doivent être de même intensité. Voyons la troisième. Très rapprochées, oui, mais d'intensité décroissante? Non, c'est faux. Donc c'est la deuxième proposition qui est correcte. 32. Lorsqu'on applique une série de stimulations avec une intensité suffisante, chacune au cours du relâchement du muscle, on obtient des secousses musculaires isolées, un tétanos parfait ou bien un tétanos imparfait. Alors ici, on a plusieurs stimulations avec une même intensité. Et cette intensité, elle est suffisante, c'est-à-dire que la stimulation doit être efficace. Chacune au cours du relâchement. Chacune au cours du relâchement. Donc on aura ici des fusions incomplètes. Donc c'est un tétanos imparfait qu'on va obtenir. Je passe à 33. L'augmentation progressive du nombre de fibres excitées lorsque l'intensité du stimulus augmente, c'est le recrutement, la sommation, le tétanos. Donc on élimine déjà le tétanos parce que je viens de dire qu'on doit utiliser donc des stimulations de même intensité. La sommation, non. Alors ici, on parle du recrutement. Chaque fois qu'on augmente l'intensité du stimulus, le nombre de fibres excitées augmente. C'est le recrutement. Je continue. Je passe maintenant à l'exercice numéro 2. On vous demande de répondre par vrai ou faux, ici dans ces cases. Première phrase. Le muscle est un organe transformateur d'énergie. C'est juste, c'est correct. Donc, il peut transformer l'énergie chimique en énergie mécanique, une énergie thermique. La fatigue musculaire influe sur la durée de la secousse. C'est vrai. Lorsque le muscle devient fatigué, la contractilité du muscle devient lente parce que la durée de la secousse devient très grande.
Troisième phrase, l'aréobase est l'intensité maximale de l'excitation qui permet d'avoir une amplitude maximale. Non, non, non. L'aréobase, c'est le seuil de l'intensité qui permet d'avoir une réponse. Donc c'est l'intensité minimale de l'excitation qui permet d'avoir une amplitude. Une amplitude bien sûr minimale. Donc ici, c'est faux. La chaleur initiale n'est produite par la contraction musculaire qu'en cas d'aérobiose. Je parle ici d'initial et non pas de retardé. Il n'a aucune relation avec le milieu aérobie ou bien le milieu anaérobie. Et bien donc ici c'est faux. Le myogramme se compose d'un cylindre, d'un stylet et d'une source électrique. Eh bien c'est faux, ça c'est le myographe. Ici on vous demande le myogramme. Donc le myogramme c'est normalement le résultat de l'enregistrement. C'est le tracé qu'on obtient, c'est le myogramme qu'on obtient. Donc ici c'est faux. L'amplitude maximale de la secousse musculaire nécessite l'excitation de toutes les fibres musculaires. En effet, c'est correct. Pour que le muscle donne sa force maximale, toutes les fibres doivent être excitées. Donc ici c'est vrai. La stimulation de l'intensité est au-dessous de l'aréobase est inefficace. Oui, au-dessous ça veut dire qu'elle n'arrive pas au seuil de l'aréobase, donc elle est inefficace, elle ne peut pas produire aucune réponse. La chaleur initiale de contraction est dégagée par l'hydrolyse de l'ATP par l'actomyosine. Oui, c'est vrai. Cette chaleur initiale, on l'a vu, donc elle se fait en deux étapes. Il y a donc une chaleur de contraction et il y a une chaleur de relâchement. Alors cette chaleur de contraction, elle est due à l'hydrolyse de l'ATP par l'actomyosine. Alors ici, la chaleur initiale de relâchement est dégagée par l'hydrolyse de la phosphocréatine. Ici, c'est la deuxième chaleur initiale, c'est-à-dire celle de relâchement. Elle est reliée avec la phosphocréatine. Elle est reliée à l'hydrolyse de la phosphocréatine. Je passe à la troisième phrase. Le muscle peut se contracter sans oxygène. Mais bien sûr, oui, il peut se contracter sans oxygène. Il y a d'autres voies de régénération d'ATP avant même l'instauration de la respiration. Quatrième phrase, les fibres musculaires sont toutes adaptées à la respiration. Non, il y a deux types de fibres, il y a les types 1, il y a les types 2. Les types 1 sont adaptés à la respiration, mais les types 2 sont adaptés à l'aérobiose, donc c'est faux. C'est la respiration qui s'active dans le muscle lorsque l'hydrolyse de la phosphocréatine se termine. Non, la respiration est très lente, donc avant l'instauration de la respiration dans le muscle, il y a une autre voie, c'est la fermentation lactique. Donc ici, c'est faux. Une épreuve sportive de demi-fond active la voie aérobie de la régénération d'ATP. Donc le demi-fond, ce sont des disciplines d'athlétisme. Ce sont des courses moyennes, de distance moyenne, le 1500 mètres, le 2000 mètres, 3000 mètres, 3000 mètres steeple. Voilà. Donc, ils activent la voie aérobie de régénération d'ATP. Eh bien, c'est correct, c'est vrai. L'athlète a besoin d'oxygène ici. Une épreuve sportive du sprint fait activer la voie de régénération rapide anaérobie à lactique. Alors, donc, le sprint, ce sont des courses rapides. Le 100 mètres, le 200 mètres, le 100 mètres féminin, le 110 mètres masculin, ce sont toutes des épreuves du sprint qui n'utilisent pas normalement la respiration. L'athlète finit sa course avant même l'instauration de la respiration, avant l'augmentation du rythme respiratoire. Ce sont des courses qui utilisent la voie rapide anaérobie. La voie rapide anaérobie à lactique. Ils peuvent se faire même sans fermentation lactique, seulement par des réserves de phosphocréatine. Eh bien, c'est vrai. Dans un muscle squelettique, il y a des fibres adaptées à la voie énergétique aérobie et des fibres adaptées à la voie énergétique anaérobie. Oui, on vient de le dire, donc il y a des fibres de type 1 pour la respiration, il y a des fibres de type 2 pour tout ce qui est anaérobie, donc c'est vrai. Je continue.
La plus petite unité contractile du muscle, c'est le sarcomère. Eh bien, c'est oui. Les ions calcium Ca2+ se fixent sur la troponine pour provoquer le relâchement du sarcomère. Alors ici, voyons la phrase. Les ions calcium Ca2+ se fixent sur la troponine. C'est correct. Pour provoquer quoi? Pas le relâchement. Non, c'est pour provoquer la fixation du tête de myosine sur l'actine et pas le relâchement. Donc ici, c'est une phrase fausse. Les ponts actomyosiniques ne se forment que si les têtes de myosine ont déjà hydrolysé les molécules d'ATP en ADP et PI. Oui, déjà la molécule est partiellement hydrolysée en ADP et PI. C'est l'influx nerveux provenant du système nerveux, comme le cerveau, qui provoque la libération du Ca2+, du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme. Oui, en effet, c'est vrai. C'est toujours l'influx nerveux qui donne donc ce signal au réticulum sarcoplasmique pour libérer le calcium. La fonction atypasée complète des têtes de myosine n'est acquise qu'après fixation de ces têtes sur l'actine. Oui, il doit y avoir donc formation du complexe actomyosine. Donc ici, c'est une phrase vraie. Le glycogène emmagasiné dans les muscles permet de courir une course de demi-fond de 1500 mètres en 3 à 4 minutes. Le glycogène, qui dit glycogène, dit fermentation lactique. Alors que cette discipline de demi-fond, qui se fait de 3 à 4 minutes, non, elle a besoin de respiration, elle a besoin d'oxygène, donc c'est faux. Le temps de latence dans une secousse musculaire est dû au retard de la voie de régénération rapide d'ATP? Eh bien non. Le temps de latence dans une secousse musculaire est dû au retard de l'influx nerveux qui prend un petit peu du temps pour arriver au muscle. Donc la relation avec l'influx nerveux et non pas avec la voie de régénération d'ATP.